partout ici, comme vous pouvez voir derrière moi, ça cause, c'est le monde des affaires. Je me dirige vers là. Alors c'est bon, on négocie les bonnes affaires? Oui, tout à fait. Ça Tout à fait. Tout à fait. Ça négocie dur. Ça négocie dur. Et c'est confidentiel, c'est ça? Toujours. Toujours, toujours. Autrement dit, va voir ailleurs si j'y suis. C'est pas grave. Nous, on va lancer notre émission. Regard sur l'Afrique, vous connaissez déjà le principe. Et cette fois, nous sommes depuis Abidjan. Abidjan pour la deuxième édition des rencontres Africa 2017. Nous étions déjà l'année dernière, mais c'était à Paris. Souvenez-vous, on a rencontré une personne. Elle était Premier ministre. Et là, incroyable, on arrive ici. Passé, c'est la vie. On arrive ici, il est vice-président. Et c'est lui qui souhaite tout de suite, comme disent les Ivoiriens, à quoi bas. On l'écoute. Je voudrais, depuis d'abord, souhaiter, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement ivoirien, le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. À toutes les éminentes personnalités du secteur public et du monde des affaires présentes à ces importantes rencontres. Merci beaucoup. Vraiment bienvenue. Plaisir de vous voir. Ça, ça est la première de votre vie. Vraiment très heureux de vous accueillir. Moi aussi, très heureux de vous accueillir. Monsieur le ministre, ça se peut, chef de service je suis Marc Apnesson, le commissaire général de la manifestation. Ouais. Que vous venez gentiment. Ça se passe bien? Oui, incroyable. Ouais. Honnêtement, plus de 2000 entreprises, c'est énorme. Plus de 2000 entreprises En tout, et on a 375 Français qui sont ici représentés. Entreprises, plutôt PME, PMI, 80% de PME. Les grands groupes aussi. Ah oui, il y a tous les grands groupes, bien entendu. Mais ici, ils sont presque considérés comme ivoiriens, donc tellement ils sont importants. Très bien. Merci en tout cas. Manifestation. Merci. Avant le début, les impressions. Alors, eh bien écoutez, pour l'instant, c'est le montage, et le montage est un peu compliqué, mais c'est normal, on a l'ouverture de la manifestation, mais ça va très bien se passer. Surtout, on attend 2000 personnes, donc c'est énorme. Alors moi je suis de formation, j'ai un master en commerce international, spécialité Asie et Chine. Donc j'ai travaillé un petit peu dans la grande distribution en France comme manager. Et ensuite, j'ai très vite compris que c'est un domaine qui me passionne, bien évidemment, parce qu'il y a du management, il y a de la relation client. Mais moi, j'aime tout ce qui est beau. Je suis attirée par tout ce qui est beau, par le bon, par l'esthétique. Et je suis passionnée de fleurs et de décoration depuis mon enfance. Donc, j'ai décidé de faire vraiment un tournant professionnel. Je me suis formée. J'ai d'abord commencé par obtenir un CAP de fleuriste.
donc au CFA de Saint-Germain-en-Laye, et ensuite une certification en décoration d'intérieur avec l'EDA, une école d'art et de design à Paris. Donc je peux vous dire que c'était un gros choc pour ma famille parce que ma mère n'en revenait pas de se dire tous ces gros diplômes pour finir fleuriste, non, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. Ça fait 3 ans que je suis lancée dans ce projet. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et quelques mois à Paris dans le 15e, chez un fleuriste haut de gamme. Ça m'a permis aussi de mettre vraiment en pratique ce que j'ai appris au CFA, de faire mes armes. Et maintenant, depuis que je suis sur Abidjan, voilà, j'ai toutes les compétences pour être à mon compte, pour offrir les meilleures réalisations à mes clients. Donc, à Abidjan, qu'est-ce que je propose? Je suis décoratrice d'intérieur et fleuriste, artiste floral. Donc, je réalise des bouquets, des décorations florales. Et je propose aussi mes compétences en aménagement d'intérieur. Donc, ça va du relooking, du coaching déco à l'aménagement complet. La toile vierge, une maison, un appartement en finition, donc du choix des sols, des plafonds, des murs, jusqu'au choix du mobilier et de l'accessoire de décoration finale. Voilà. Aussi, c'est avec plaisir qu'il me revient, au nom du secteur privé ivoirien, de souhaiter la traditionnelle Akwaba, bienvenue pour ceux qui découvrent la Côte d'Ivoire, Akwaba en terre ivoirienne, terre d'opportunités, à tous nos invités et à tous les chefs d'entreprise venus des pays de la sous-région et de France. Alors l'importance de cet événement pour nous, c'est d'être présent aux côtés des différents, on va dire, décideurs aujourd'hui, de pouvoir très clairement se positionner comme partenaire. Donc, Microsoft a aujourd'hui la capacité de pouvoir accompagner les pays de la région, que ce soit dans différents domaines, secteurs d'activité, autour des technologies. On parle beaucoup aujourd'hui de transformation digitale, voir comment on peut accompagner justement les pays à s'améliorer et à adopter les technologies pour s'améliorer. Concrètement, puisque Microsoft est quand même l'une des grosses écuries mondiales, qu'est-ce que cette entreprise apporte au continent africain? Alors, on apporte énormément de choses. Microsoft a des programmes très particuliers destinés justement au continent africain. On a parlé de For Africa, qui est un programme spécifique d'accompagnement dans l'accessibilité aux nouvelles technologies, le capacity building, donc la capacité pour eux de pouvoir se former. Et tout ça donc dans un projet de soutien et d'accompagnement au gouvernement, entre autres, mais aussi à tous les acteurs du marché. En effet, au-delà du plaisir de nous rencontrer, la communauté des affaires que nous formons est d'abord venue là pour faire du business, commencer ou conclure aussi des négociations. Qu'il me soit permis d'ajouter à ce vœu le souhait de parler aussi librement avec les autorités des 3 pays qui nous accueillent. Nous nous devons de créer tous ensemble un environnement propice aux investissements et à la création de richesses, au service du développement et du renouvellement des relations économique franco-africaine. Alors vous me connaissez, hein? Moi j'aime bien tester ce qui est interdit, j'aime bien aller au-delà tout simplement de ce qu'on veut montrer, même comme le monde des affaires est extrêmement opaque, on dit que l'argent ne fait pas de bruit et que les meilleurs dossiers se négocient en coulisses dans le silence. Et si je suis venu là, ce n'est pas pour vous montrer tout simplement ce magnifique bouquet de fleurs, c'est pour vous présenter en exclusivité la salle qui va pouvoir accueillir les plus hautes autorités invitées dans ce forum. Allez, on a parlé tout à l'heure, le parrain, au moment du lancement de cette émission, l'actuel vice-président de Côte d'Ivoire, lorsqu'il va recevoir le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qui, ici, vient représenter la très forte délégation d'entreprises françaises présentes ici. Ben, c'est là, dans cette salle, qu'ils vont pouvoir discuter. Voilà. Sur cette édition, il y aura 4500 entreprises. En tout, il y aura plus de 4500 entreprises. Plus de 20%. C'est normal, c'est 3 quarts. Et là, l'Abidjan est la plus grosse. Il faut bien. C'est normal. En fait, on commence par vous, donc tout le monde, Voilà, tout le monde c'est vient. ça. Je crois que c'est les 5 et 6 pour Tunis et l'Europe, c'est ça? C'est exact. D'accord, ok.
Et les acteurs présents ici vont rejoindre directement Nairobi et Tunis. Voilà, donc il y en a qui, on a fait un vote spécial pour Tunis, parce que c'était avec Tunisiens, parce que c'était un peu compliqué sans ça. Et Nairobi, ils prennent l'avion, il y en a 110 Français à Nairobi et 190 à Tunis. Bon, c'est nettement moins qu'ici, je suis désolé. Mais c'est vrai qu'ici, il y a un facteur d'attractivité pour les entreprises françaises qui est important. Ouais. On a été heureux de ces résultats. C'est une excellente chose. C'est très bien. La dernière fois, c'est le Conseil économique et social en France, je me rappelle bien. Ouais. Le président du Conseil économique et social a fait l'habitude de laisser son bureau, vous imaginez. Alors, si ça peut recevoir les uns les autres là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Alors, les rencontres Africa 2017 sont un espace à la fois de travail et de rencontre pour les entrepreneurs, à la fois français et africains. C'est la première fois qu'on fait venir en Afrique autant d'entreprises françaises, puisqu'il y en a pas tout à fait 400, enfin 350 qui sont ici présentes, et autant d'entreprises africaines en même temps pour réseauter. Et en plus, comme on aime beaucoup la difficulté, on a fait 3 manifestations dans une seule manifestation, puisqu'on fait ici à Abidjan la première étape qui fédère tout le monde, et ensuite on se sépare en deux pour aller à Tunis et à Nairobi. Alors, après nous avoir donné la thématique, peut-être vous pourrez nous expliquer pourquoi il y a cette fameuse séparation. C'est tout simple, parce qu'en fait, l'Afrique c'est grand, c'est 54 pays, on a des gens qui viennent de 36 pays différents, donc forcément il fallait trouver des lieux sur lesquels ils puissent se rencontrer facilement. Donc on s'est dit que sur l'Afrique de l'Ouest, ça permettait, Abidjan permettait de fédérer, sur l'Afrique de l'Est il nous fallait un lieu, le Kenya est venu tout naturellement, et sur le Maghreb et l'Afrique du Nord, au sens élargi du terme, je pense que la Tunisie aussi a besoin de soutien, et c'est pour ça qu'on est venu en Tunisie. En effet, cette rencontre contribuera sans aucun doute à consolider les relations séculaires d'amitié et de partenariat économique qui existent sérieusement entre la France et l'Afrique en général et entre la France et la Côte d'Ivoire en particulier. Elle offrira également un cadre de convergence d'intérêts entre les entrepreneurs de ce continent qui nous est cher, le continent africain. On est intéressé aussi par vos produits, certainement, on peut être des partenaires. Vous en Afrique et nous en Tunisie et le Maghreb aussi, c'est évident. Voilà, c'est un partenariat qui pourrait être très intéressant pour nous deux, pour voir, parce que c'est ça la tendance. D'abord pour les entreprises, et spécifiquement les PME, c'est l'occasion d'abord de rencontrer un certain nombre d'entreprises de France, aussi des PME, et qui donnent l'occasion de pouvoir signer des partenariats actuellement ou dans le futur. Ça c'est important, et même c'est créer un réseau. Pour le patronat, c'est l'occasion aussi de pouvoir discuter sur des mécanismes de renforcement des capacités du secteur privé, des mécanismes de développement du secteur privé. Ça c'est très important. Et pour les entreprises, d'une manière générale, et je prendrai par exemple l'exemple de African First Bank, c'est l'occasion aussi de pouvoir se positionner et montrer leurs offres, tant au niveau des PME qu'au niveau des entreprises internationales, dans le cadre des relations d'affaires avec la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique en général. La belle Afrique, un paysage magnifique, tout ce que j'aime. Eh bien, profitez de ce paysage. Très bientôt, peut-être, il y aura un complexe immobilier ou alors des hôtels ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça a été racheté par des investisseurs qui veulent développer et exploiter la lagune. Nous sommes à Bingerville, à environ 20-30 km du centre d'Abidjan, mais la capitale étant la capitale économique de la Côte d'Ivoire, étant en pleine expansion, ça ne fait que grandir, grandir, grandir. Et parmi les investisseurs, il n'y a pas que les expatriés, il y a aussi ce qu'on appelle les répactes. Répactes, c'est quoi? C'est un terme marketeur, marketing, marketage, bref, tout ce qui est marque créé par tous ceux qui sont chargés de créer justement ces mots-clés. Mais en fait, c'est simple, ce sont les Ivoiriens partis à l'étranger et qui décident de revenir cette fois, de faire le chemin inverse pour revenir investir ici. Jusqu'alors, revenir était, que ce soit en Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays d'Afrique, était synonyme d'échec. On n'a pas réussi à s'implanter dans un pays d'Occident où on a été expulsé
sais, pour ceux qui ont connu des mésaventures, je ne parle pas de ceux qui perdent la vie en plein désert ou en Méditerranée en ce moment, parce que ceux-là, vous l'avez bien compris, n'ont même pas la possibilité de revenir ici. Je parle de ceux qui rentrent chez eux pour venir reconstruire, venir bâtir, ne pas toujours attendre tout de l'État et montrer que le secteur privé, que ce soit l'Ivoirien moyen, l'Africain moyen, que dirais-je, parce que ce modèle, on peut le retrouver ailleurs, dans d'autres pays. Regardez, c'est ce paysage qu'ils peuvent voir pour ceux qui viennent ici, que de rester enfermés par exemple dans des cités non loin de Paris. Écoutez, pour les expatriés, le b.a.-ba, il faut qu'ils se rendent compte que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas d'Afrique d'hier. Or, quand ils quittent l'Europe, ils consultent généralement des personnes qui étaient dans l'Afrique d'hier. Donc il faut s'adapter à une nouvelle classe dirigeante, à une nouvelle classe moyenne, bien formée, aussi bien dans les universités africaines, européennes que les États-Unis. Donc il faudrait qu'ils soient outillés, qu'ils viennent en termes de véritables partenaires et non en termes d'envahisseurs. Voilà, on va s'arrêter là parce que le timing. Merci en tout cas. Bonjour madame. D'accord, ok. Cristal Crédit. Oui. D'accord, ok. Comment s'est pensé le retour? Moi je suis d'origine camerounaise et mon époux d'origine ivoirienne. Donc le retour en Afrique s'est posé à nous du moment qu'on était ensemble. Après il s'est posé la question du pays. Est-ce qu'on retourne au Cameroun? Est-ce qu'on retourne en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, chacun tire la couverture de son côté. Après, en évoluant dans la relation, en allant dans les deux pays, avec la culture, l'ouverture d'esprit que j'ai acquis après les années passées à l'étranger, moi je me suis sentie plus à l'aise à Abidjan parce que je trouve que c'est une ville plus cosmopolite et un petit peu plus ouverte sur le monde, avec plus de facilité, de commodité au quotidien. Donc à partir de ce moment, ça ne me posait pas de problème de rentrer vivre en Côte d'Ivoire. Et moi, mon époux, il n'était pas forcément prêt. Et ensuite, on a eu une opportunité professionnelle toutes les deux. Donc ce choix s'est imposé à nous. Pourquoi est-ce que vous êtes ici, présente, alors qu'on est en Côte d'Ivoire et vous représentez l'État sénégalais? Parce que en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, nous sommes sur l'espace Afrique de l'Ouest francophone. Ces choses-là s'organisent, j'ai cru comprendre, simultanément à Nairobi et à Tunis. Et le gouvernement du Sénégal est attentif à tous ces espaces où nous pouvons mettre ensemble le secteur public et le secteur privé. Il s'agit pour nous de saisir toutes les opportunités de mise en œuvre des plans d'émergence que nous avons. Et évidemment, le plan Sénégal émergent, vision de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, est une vision qui implique la mobilisation d'un secteur privé national et d'un secteur privé international pour mettre ensemble, pour concilier les efforts des finances publiques et les efforts du secteur privé, pour lequel nous avons essayé au Sénégal d'aménager un climat des affaires attractif pour que chaque porteur de capital puisse venir investir, trouver son compte pour un investissement sécurisé, un investissement rentable qui, d'un autre point de vue, doit nous permettre d'avoir les taux de croissance que nous avons aujourd'hui, que nous visons sur 2 chiffres, mais pour créer de l'emploi à cette jeunesse du Sénégal, à cette jeunesse africaine qui constitue les forces de demain. Et c'est pourquoi donc le gouvernement du Sénégal, à travers son Excellence M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, a cru devoir se mobiliser et il m'a demandé de venir pour porter la voix de notre pays, pour marquer notre intérêt pour le secteur privé national, ici mobilisé, que nous voulons accompagner, mais aussi pour tous les secteurs privés internationaux, mais en particulier la construction de partenariats entre nos différents
secteur privé sur l'espace Afrique de l'Ouest, qui est justement un espace qui fédère et qui s'ouvre sur l'ensemble du continent, qui s'ouvre sur le monde. Écoutez, la thématique précise, je crois, c'est l'emploi des jeunes. Les jeunes représentent une population très importante. Il faut donc qu'il y ait une croissance économique, il faut un développement industriel, il faut des affaires, de manière à leur donner l'opportunité d'avoir des emplois. À l'hôtel là-bas, si le repas est traité par un grand professionnel, oui, c'est quoi comme viande? Du mouton. Du mouton. Et du bœuf. Du bœuf. Oui. Et c'est tous les deux. Sauf qu'on trouve du cœur, des tripes. Il y a des cœurs de tripes, oui. Il y a tout. Oui. Ah là là. C'est du bon sugar. Oui. Il y a du bon sugar ici. Voilà. Donc c'est pour vous dire que si à l'hôtel, tiens, notre camérawoman a mal aux yeux, si à l'hôtel on trouve des traiteurs qui viennent donner et apporter l'alimentation ici dans le quartier, voilà, les repas qu'on peut trouver, des repas très très populaires. Les gens viennent de très loin pour avoir ces morceaux de choix qui sont cuits ici. Et oui. On va trouver là-bas goudin. Oui, il y a goudin, il y a foie, il y a cœur. Il y a bosse, il y a épaule, il y a côtelette, il y a kiss, tout le voilà, goûter. Du boudin. Dommage que vous ne pouvez pas sentir les odeurs, hein, parce que c'est très 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 appétissant. Bon appétit. Ça coûte cher un déménagement à l'étranger. Il faut prévoir entre 5 000 et 12 000 euros pour un conteneur pour faire venir ses affaires. Il faut prévoir le logement en Afrique et en Côte d'Ivoire. En général, on demande des cautions et des mois de loyer d'avance. Ça peut aller, normalement, dans la loi, c'est interdit, mais dans les faits concrets, ça peut aller des fois jusqu'à 18 mois. Il y a des gens qui demandent 18 mois de loyer d'avance. Alors, c'est quand même surprenant. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On dit le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. On parle souvent du Mali. Malheureusement, en ce moment, c'est les élections et avant, c'était un peu le terrorisme. Quelles sont les potentialités, les atouts pour intéresser les entrepreneurs en quête, justement, de stabilité? Alors, le Mali, on peut dire qu'on a eu des périodes troubles, comme vous l'avez dit, depuis 2012, mais malgré tout, les opportunités demeurent au Mali. Le Mali reste un pays avec une très forte potentialité dans l'agriculture, l'agribusiness en général. On a le premier cheptel de l'espace UEMOA et le deuxième de l'espace CEDEAO. On est le premier exportateur de bétail, ce qui fait que le secteur de l'élevage a énormément de potentialité à revendre. On a de plus grand nombre de terres arables qui a exploité énormément et l'énergie. On a beaucoup de potentialités en biomasse, en hydroélectricité et tout ça, on est venu ici à Abidjan pour vendre ces opportunités, appeler les gens à venir, notamment au Forum des investisseurs qu'on fait à Bamako le 7 et 8 décembre pour qu'ils puissent avoir des liens, tisser des liens avec les hommes d'affaires maliens et changer nos opportunités d'investissement en réalité. Donc quelque part, il n'y a pas une rivalité avec les rencontres Africa 2017 puisque vous organisez vous-même début décembre un forum? Il n'y a aucune rivalité. On est venu saisir l'opportunité de Africa 2017 pour rencontrer les hommes d'affaires français qui sont venus et surtout ivoiriens et africains parce qu'on compte beaucoup sur l'investissement sous-régional au niveau sous-régional. On sait que les Ivoiriens ont une très grande capacité pour l'agro-business et on souhaiterait accueillir beaucoup d'hommes d'affaires ivoiriens chez nous. Alors, les thématiques sont nombreuses et elles ont été définies lors de comités de pilotage paritaires qui ont été faits avec à chaque fois les autorités du pays. L'engagement ici du vice-président Kamel Duncan et du ministre de l'Industrie Jean-Claude Brou ont permis de définir différents thèmes, agroalimentaire, agriculture, santé, financement. En ce moment, il y a une conférence qui se tient sur les enjeux du financement en Afrique, mais aussi des thématiques très pratiques sur les TIC et sur le numérique, savoir comment on capitalise sur le numérique. Enfin, toutes les thématiques majeures, infrastructures, villes durables, qui sont les thématiques majeures aussi du développement en Afrique. Les 5 Sahel doivent être portés au niveau international pour permettre à la sécurité d'être au rendez-vous, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. On le sait bien. Et c'est sans doute le premier défi que nous avons à relever ensemble
Et la France, vous le savez, s'engage de manière très forte dans ce domaine. Je suis français, je suis venu m'installer ici en Côte d'Ivoire et j'ai créé donc cette structure. D'abord j'ai déposé un brevet, nous avons d'abord travaillé avec une équipe ivoirienne et nous avons déposé un brevet qui permet de faire une boîte à archives électronique pour PME, tout en un. Vous déposez dans la boîte, ça prend une photo, ça indexe automatiquement en créant tout un système de recherche intégré pour la PME à un prix PME. Voilà, ça c'était l'objectif initial. Et aujourd'hui, nous sortons cette entreprise à grande échelle, d'abord sur Abidjan et bientôt sous-régional. Et j'ai même eu de la demande déjà pour venir la faire en France. Donc ça serait le paradoxe, en tous les cas, une bonne revanche de venir vendre notre savoir-faire africain, le Man in Africa, en France en tous les cas, puis en Europe j'espère. Vous cherchez une adresse, c'est ça? Oui, je cherche Bioud. 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 Oh, là, je ne peux pas vraiment beaucoup vous aider, mais comme ça, vous participez à la séquence sans faire exprès. Moi, c'est Olivier et vous? Moi, c'est Félix Motingia de la RDC. RDC. Mais tournez-vous vers là, ça tombe bien. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Ouais, non, nous sommes d'abord une petite et moyenne entreprise congolaise. Et par rapport à nos difficultés que nous avons face au financement, on est maintenant à la recherche de partenaires pour bien travailler. Quand on dit partenaire, c'est quoi concrètement pour ceux qui nous regardent? Mais il y a dans un premier temps des partenaires financiers et en plus on aura des partenaires où nos produits seront dirigés. Ben écoutez, c'est juste pour être sûr, hein, Félix Motingia, c'est ça? Ok, enchanté, merci. Management. Très bien, merci beaucoup monsieur, je vous souhaite bonne chance, à mon avis c'est plus par là-bas. Vous voyez en fait... Je suis avec ma secrétaire. Oui bon, on va faire coucou à Fatma Tem. Juste pour vous dire, il veut casser ma séquence mais je veux me ressaisir, pour vous dire que c'est l'une des réalités ici même, beaucoup d'Africains sont venus non pas pour forcément chercher des partenaires de développement, mais beaucoup plus comprendre les structures de financement et évidemment essayer de décrocher le Graal. Mais un petit souci de notre part, c'est que nous sommes venus de différents pays, mais l'accent de l'organisateur était beaucoup plus sur la Côte d'Ivoire, alors que les mêmes problèmes que les PME de la Côte d'Ivoire en ont, exactement les mêmes problèmes que nous en avons, mais quelque chose que nous pouvons demander à l'organisateur prochainement, d'élargir un peu l'aire thématique pour que tout le monde soit circonscrit dans cette thématique-là. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé de la classe moyenne. Est-ce que cette classe pourrait être la clé de l'émergence en Afrique? Non, je pense que la classe moyenne sera la clé de l'émergence parce qu'elle permettra en tout cas de consolider la quote-part de la consommation dans les produits intérieurs bruts de nos pays. Nos pays sont dans des processus avec tous les plans quinquennaux dont ils se sont dotés pour que déjà ils mettent les pays à niveau par rapport aux investissements et ensuite attirer les différents opérateurs économiques afin de produire localement et transformer nos produits localement et puis pourquoi approvisionner le marché africain. Donc l'objectif, comme vous le savez, de l'agenda de la Commission de l'Union africaine, l'agenda 2060, c'est qu'en 2030, on puisse avoir un niveau de commerce intra-africain qui soit autour des 50%. Donc pour ce faire, il est bon qu'on puisse avoir dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire, un tissu économique et industriel plus dense, d'accord, afin de pouvoir approvisionner ces différents marchés. Et tout ceci va avec, bien sûr, l'émergence de cette classe moyenne-là, qui est plus éduquée, qui est plus exigeante en fait, et également qui utilise des instruments de paiement sophistiqués, des instruments de paiement modernes, notamment à travers le e-commerce pour pouvoir se procurer ici et là les biens et services en fait. Voilà, donc nous travaillons en tout cas pour que la base de la classe moyenne puisse continuer de s'élargir de façon très importante pour pouvoir rassurer les différents opérateurs quant à la pérennité de leurs affaires lorsqu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Regardez derrière moi. C'est exactement comme ça que ça se passe ici. Vous avez des numéros de tables. Ce sont des tables qui ont été réservées déjà à l'avance par différents partenaires qui sollicitent rencontrer d'autres entreprises qui pourraient être
éventuellement des partenaires, mais cette fois associés. Donc ils se retrouvent et discutent à l'abri des regards. En fait, on essaye d'être le plus distrait possible pour ne pas gêner, car là, se négocient parfois des affaires à plusieurs millions d'euros. Voilà, on va suivre en direct. Regardez, je prends. J'y étais, bonjour. Allez-y, je ne veux pas rester longtemps. Je sais que c'est secret, je ne veux pas rester longtemps, allez-y. Rien n'est confidentiel, rien n'est secret. Hein. Oui. On est là. Donc là, c'est une rencontre entre monsieur et vous, c'est ça. Hein? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je ne veux pas gâcher le temps. Vous êtes Abou Kébé, d'Agrochim de la Mauritanie. D'accord. Et vous? Sarhan Nasri, directeur développement groupe Lokil en Tunisie. Voilà, exactement ce que je vous disais en direct live. Et donc là, votre rencontre, c'est par rapport à développer une entente de business, à chercher un futur partenariat, l'opportunité qui existe des deux côtés. On est là dans la coopération sud-sud, les intérêts économiques des deux côtés. Et voilà, hein. On va parler du secteur agricole. Au Mali, on est sur la production agricole, l'exploitation et la production agricole, et là on lance une unité de transformation. Au Burkina, c'est beaucoup plus sur le stockage de carburant et la distribution. Tout ce qui est carburant, c'est un autre métier que nous maîtrisons, et là l'occasion s'est présentée. En Côte d'Ivoire, nous avons pu développer pas mal de ventes et de distribution directe grâce à des partenaires. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de s'implanter sur au moins une bonne dizaine de pays, tout en se concentrant sur les besoins réels de chaque pays. On n'a pas une stratégie globale autre que s'implanter sur le marché de l'Afrique subsaharienne, mais on étudie les besoins de chaque pays et voir si nous avons suffisamment de compétences pour le faire. Et s'il y a aussi des partenaires locaux qui s'intéressent à développer cette activité avec nous. On ne désire pas s'investir tout seul, on désire qu'il y ait des partenariats stratégiques par pays pour pouvoir évoluer avec le temps et être au diapason des besoins réels et des traditions de chaque pays. C'est ça la stratégie Groupe Lokil aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure donc des partenaires au niveau local. Quels sont grosso modo les critères que vous exigez à ces partenaires pour pouvoir être dans vos standards de qualité, dans votre politique? Et ce serait aussi l'occasion de pouvoir parler de cette classe moyenne qui fait le succès de votre groupe. Alors, vu l'expérience et la capacité dont nous disposons, que ce soit au niveau de la production ou la capacité financière, ce qu'on demande de notre partenaire, c'est un engagement moral et personnel quant au projet que nous étudions, mais aussi un minimum d'expérience pour pouvoir réussir cette aventure. Les PME, les PMI, certes, mais quand on s'exporte et qu'on quitte son pays pour aller investir dans un pays ami, la première des choses, c'est justement de trouver un partenaire qui domine le marché, qui a suffisamment d'expérience et qui a une assise financière assez importante pour pouvoir nous suivre sur ce projet de partenariat, parce que les clés de succès sont connues, de toute façon il n'y a pas de secret, c'est un engagement, le professionnalisme, et puis que le business plan qui a été mis en place, qu'il soit adopté par les deux partenaires, qu'il soit suffisamment financé en amont pour qu'il puisse aller au-delà, réussir sa mission. Voilà les critères de sélection d'un partenaire. Et moi je crois à cette perspective-là, parce que c'est une perspective qui permet un développement local, un développement régional, un développement étendu à l'Afrique. Vous comprenez, l'Afrique c'est un marché important, avec un savoir-faire, avec une compétence. Nous devions nous-mêmes d'abord pouvoir satisfaire nos besoins, en mettant en synergie nos compétences pour éventuellement en demandant un renfort de ceux qui savent mieux que nous, ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui ont la technologie dans les pays du Nord, pouvoir amplifier notre savoir-faire local. Alors, est-ce que ce n'est pas une utopie de croire à des échanges sud-sud, si on peut dire ainsi, lorsqu'on sait qu'il y a encore des problèmes notamment de transport entre ces pays, des problèmes de visas, bref, des libres-échanges? Écoutez, il faut que le monde économique tire le politique vers le haut, comprenez? Il ne faut pas que le politique s'accapare de toutes les choses. Nous, opérateurs économiques, nous devions, avec
nos ambitions, tirer les politiques à régler nos problèmes. Je vous donne une petite expérience. Notre groupe Secagalis est parti à Sao Tomé. Nous avons installé un supermarché. Tout là, parmi les fournisseurs locaux que nous avions des petites PME, des coopératives et tout ça, et qui se sont développés. D'abord pour vendre leurs produits dans nos magasins, et ensuite ces produits-là, nous les avons référencés chez nous au Gabon. Vous comprenez? Donc c'est une véritable coopération sud-sud qui est réaliste. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui et il est difficile de se cloisonner. Mais je pense qu'à travers les espaces d'intégration que nous nous sommes donnés, à la fois lui et moi, mais aussi la CEDEAO, nous avons, avec la suppression de toutes les barrières tarifaires, les barrières pour la circulation des personnes et des biens, nous voulons favoriser cette intégration au niveau de l'Afrique et en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall préside le conseil d'orientation stratégique du NEPAD et que le Sénégal, en charge des infrastructures, travaille au décloisonnement de nos différents pays. Et évidemment, nous voulons être des acteurs dynamiques de cette intégration, de ces échanges qu'on veut entre nos pays en Afrique de l'Ouest, mais aussi, bien entendu, avec tous les pays d'Afrique et avec le monde. Le marché mondial, avec les enjeux actuels de la mondialisation, moi je pense que dans ce sens-là, c'est pareil, que nous aussi nous allons vers les Européens, les nordistes, et ils viennent de notre côté parce qu'il y a la mondialisation. Ce n'est pas un peu utopique? Non, comment utopique? Et ça, c'est la deuxième édition, n'est-ce pas? Et la première édition, ça a été en France. Nous sommes allés là-bas, nous, les Africains, nous étions partis en France. Et si Dieu le veut, prochainement, en 2018, ça sera pareil. Nous, les Africains, nous allons vers les Français. Et moi, je pense que ce n'est pas utopique. Parce que beaucoup des ressources qui sont utilisées, par exemple, en Europe, viennent de nous en Afrique ici. Je prends par exemple le marché des bois. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous n'avons pas ici en Afrique et en rapport avec la capacité qu'on a en termes de pourcentage de forêt équatoriale. Donc, nous avons cette possibilité-là d'aller vers eux et on aura besoin de ce que nous avons comme ressources et c'est tout à fait normal. Je n'arrête pas d'entendre parler de PPP, donc partenariat privé-public, public-privé. Vous allez nous dire tout ça pour le grand public. Qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça fonctionne? Les partenariats publics-privés, c'est le financement des grandes infrastructures de transport ou sociales avec des modalités de financement sur le long terme. C'est le privé qui porte par exemple sur une route la charge de l'investissement et de la livraison dans les délais et ensuite on entretient et on finance cette route sur une trentaine d'années pour être sûr que dans 30 ans elle sera aussi bonne que le jour de la livraison. Et c'est ça le PPP aujourd'hui, c'est d'accompagner et accélérer les investissements en matière de routes, d'aéroports, de transports, mais aussi sur les sujets énergétiques, bien sûr l'énergie, mais aussi l'eau, mais aussi les déchets. Donc ce sont des sujets multiples. Alors, deux questions qui fâchent. Quelle est la différence avec l'offre que fait actuellement la Chine, puisque la Chine arrive avec presque tout clé en main et propose aussi un suivi. Et quelque part, qu'est-ce que gagnent les entreprises françaises en venant participer ici dans tout ce qui est public, investissement public? Les entreprises françaises, que ce soit en marché public ou en PPP, elles viennent travailler. Tout simplement, elles investissent au sud et elles y croient. Et qu'elles fassent en PPP ou en marché public traditionnel, elles gagneront de l'argent parce que c'est de la nécessité de le faire. Vis-à-vis des Chinois, j'ai une image extrêmement simple. Nous l'avons vu sur des ports militaires en Algérie. Les Chinois ont gagné parce qu'ils étaient 2 fois moins chers. La réalité, c'est qu'au bout de 5 ans, le port il se fissure. Donc aujourd'hui, c'est somme toute assez facile d'arriver avec de l'argent pas cher et d'essayer d'être concurrent en étant 2 fois moins cher. Mais très sincèrement, droit dans les yeux, si on paye quelque chose 2 fois moins cher pour que ça dure 5 fois moins longtemps, c'est du mauvais investissement public durable aujourd'hui pour les États. C'est une vision court-termiste, purement budgétaire. On dépense peu en année 1 au moment où on fait un investissement, mais si dans 5 ans il faut le refaire, finalement c'est une erreur de choix et d'investissement. Il faut fréquenter de tout le monde. Après, chacun a sa personnalité, chacun a ses affinités. Tout dépend de l'ouverture d'esprit qu'on a eue, qu'on a acquis aussi quand on a vécu à l'étranger. Maintenant, pour ce qui est des loisirs, il y a beaucoup de loisirs, en même temps il n'y en a pas assez.
parce qu'il y a beaucoup de loisirs, mais ça reste à peu près la même chose. Donc c'est souvent les boîtes de nuit, les restaurants, les snacks, les maquis. On va dire qu'il y a pas assez de sorties culturelles pour ceux qui, par exemple, aiment le théâtre. Bon, il y a quand même le cinéma, il y a des concerts, mais voilà, les expos, ce genre de choses, si on était habitué à ça étant sur Paris, on est un petit peu déçu, on a vite fait le tour. Voilà. Enfin, il y a un débat, ils disent ça en off, que tout le monde dit gagnant-gagnant, mais ils se demandent si les entreprises africaines ne vont pas être écrasées par la grande masse et la puissance des entreprises du Nord. Comme c'est vous, Monsieur Zinsou, je peux me permettre, est-ce que c'est quelque part un peu France-Afrique version entreprise? Ah mais si vous voulez, je crois que c'est quand même terminé ça. Il y a sûrement encore des gens qui errent dans les couloirs avec ce genre d'idées, si vous voulez. Pour l'instant, soyons clairs, on est dans un pays qui fait 9% de croissance. La France va, avec un peu de chance, faire 1,5. On est dans une zone, l'UEMOA, qui est la zone la plus fortement croissante d'Afrique. Mon pays, le Bénin, fait 4% de croissance l'an dernier. On s'attend à ce qu'il fasse 5% de croissance cette année, peut-être 6% en 2018. L'Europe, avec un peu de chance, va faire un petit peu plus d'1,4. Ce thème il y a de grandes entreprises qui vont nous écraser. Non. La croissance de l'Afrique, elle est endogène. La croissance de l'Afrique, elle est fondée sur les entreprises africaines. Vous savez, l'Afrique subsaharienne investit beaucoup. C'est contre-intuitif, les gens ne savent pas ça, mais elle investit près de 25% du PIB. C'est beaucoup. C'est un peu moins que la Chine, c'est plutôt 10 points au-dessus, mais c'est beaucoup plus que l'Europe, par exemple. L'Afrique investit 25%. Et là-dedans, les grandes entreprises étrangères sont une composante importante, de l'ordre de 4%. Le reste, 21%, ce sont les entreprises et les ménages africains en Afrique. Par conséquent, ce thème de « oui, on fait 4 fois plus de croissance que les autres », parce que maintenant on est dans une vraie dynamique de rattrapage. Oui, c'est nous qui investissons chez nous, c'est nous qui faisons notre croissance, mais nous serions écrasés par des puissances dominantes, c'est totalement obsolète. Ça, c'est des peurs des années 60. Ça n'a plus lieu d'être. Vous êtes devant une Afrique qui est en train de donner des leçons de croissance et de rattrapage. Ça ne veut pas dire qu'on a réduit significativement certains handicaps. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfait de nos performances en matière de réduction de la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'on est le paradis de l'emploi, notamment pour les jeunes. On est parfaitement conscient du fait qu'on a énormément de choses à rattraper dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais on le fait désormais à un certain rythme. Et ce rythme, il est 3-4 fois supérieur aux autres. Donc continuer d'avoir des complexes sur le thème, quand on se rencontre là, dans des entretiens, quand on se rencontre par centaines d'entreprises, on va se faire dominer. C'est terminé ce complexe. Bon, je donnerais une réponse très mitigée. Il y a des entreprises ivoiriennes ou africaines d'une manière générale qui ont les capacités de pouvoir faire des deals gagnant-gagnant. Il y a d'autres, par contre, pour lesquels il faut une assistance, notamment les petites PME. Et c'est le rôle du patronat, de donner toute l'assistance possible pour pouvoir créer des deals dans lesquels il y a un partenariat gagnant-gagnant. Tout est opportunité. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, la sous-région également, la Côte d'Ivoire reste la porte d'accès à cette sous-région. Eh bien, les opportunités sont nombreuses. Les acteurs sont présents. Vous avez déjà une infrastructure, un tissu économique local présent, mais qui demande d'être un peu structuré, accompagné. Et aujourd'hui, le vrai modèle qui fonctionne, et je crois que ça répondra à votre question de tout à l'heure, le vrai modèle qui fonctionne, c'est vraiment le gagnant-gagnant. Si une entreprise française arrive avec un modèle économique où l'entreprise locale se retrouve, n'est pas qu'une marge de commercialisation, de distribution, mais avec une valeur ajoutée qui va rester ici, je peux vous dire que l'entreprise française va très vite se retrouver et sans pour autant venir s'implanter. Il n'y a pas besoin de s'implanter, il y a besoin de faire confiance, de trouver le bon partenaire. Et ça, ces journées-là, elles sont magiques. Pour les gens de la diaspora qui hésitent entre investir en Europe ou en Afrique, c'est mieux de venir en Afrique. Et aussi une réalité, la corruption, ce n'est pas un frein.
Alors, raisonnablement, l'Afrique est le futur, la terre future d'investissement. C'est aujourd'hui qu'il faut investir en Afrique. Et j'appelle toutes les personnes de la diaspora à rentrer. Je suis moi-même issue du continent africain, j'ai grandi, j'y suis née, j'ai fait mes études en Europe, issue aussi de la diaspora, j'ai travaillé et je suis rentrée pour porter le développement économique de notre continent. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Donc c'est maintenant qu'il faut investir. On s'adapte très vite? Totalement, sans aucun problème. En fait, je pense que l'Afrique a besoin de compétences. Et ces gens de la diaspora qui veulent revenir sont, à mon avis, la chance de l'Afrique. Bon, après, il faut qu'ils le fassent dans de bonnes conditions, puisque c'est vrai que pour eux, pour être très clair, c'est accepter, il y a une prise de risque qui est non négligeable. Ils sont à la fois pas français et à la fois pas africains, ou peut-être un peu des deux et un peu au milieu. Donc c'est assez compliqué, je le comprends bien pour eux. Par contre, ils ont un accès notamment à des financements et des mentalités que les autres n'ont pas. Donc par conséquent, je pense qu'ils peuvent constituer à la fois une chance et à la fois les entreprises africaines en ont besoin, puisqu'ils ont besoin d'encadrement. Donc voilà, on est un peu entre les deux. Moi je pense qu'il faut favoriser une nouvelle génération d'entrepreneurs de la diaspora africaine, et je pense que le système financier est prêt à financer ça. Si moi, en tant qu'entrepreneur, je viens vous voir et que j'ai un dossier, quels sont les éléments à mettre en avant et comment est-ce que je le présente pour avoir un peu plus de chance? Bien sûr, vous comprenez que quand je dis moi, je me mets à la place du téléspectateur potentiel qui viendrait vous voir. Bien sûr, dans les éléments à mettre en avant, c'est d'abord votre positionnement, que fait votre entreprise, votre stratégie, que souhaite faire votre entreprise, quels sont les enjeux majeurs qu'elle rencontre et quels sont les besoins de financement à mettre en place. Donc une situation, une stratégie et un chiffrage, un besoin financier en face. Alors j'imagine que vous avez souvent beaucoup d'entreprises, notamment africaines, qui viennent vous voir. Beaucoup, allez, permettez-moi une expression triviale, se cassent les dents. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez lorsque vous recevez les dossiers ? Alors, la principale problématique, c'est le fait que ces dossiers ne soient pas bien ficelés, bien structurés, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur là où l'entreprise souhaite aller, donc sa stratégie, c'est la principale problématique. Donc moi, j'appelle tous les entrepreneurs à vraiment, véritablement penser leur stratégie, leur direction. Ce sera le seul moyen pertinent de pouvoir rencontrer des investisseurs qui puissent les accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être éligible chez vous ? Alors nous nous attaquons malheureusement à des entreprises d'une certaine taille, donc il faut avoir 3 années d'existence et si possible de rentabilité, un chiffre d'affaires qui tourne autour de 3 milliards de francs CFA pour commencer. Et puis donc nous... Allons-y en euros pour ceux qui sont hors zone CFA, et vous savez le débat sur le franc CFA en ce moment. 5 millions d'euros à peu près, on peut regarder en dessous. Mais en dehors de nous à Métis Finance, moi ce que je représente aujourd'hui c'est l'industrie du capital investissement et c'est vraiment ce message que je veux faire passer. Il doit correspondre à chaque entreprise un acteur du private equity, donc du capital investissement, que ce soit nous personnellement ou d'autres. Donc l'enjeu, c'est véritablement que l'investisseur, l'entrepreneur puisse s'adresser au bon capital investisseur. Je salue l'arrivée de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Ministre Bakayoko. Monsieur le Ministre, je vous salue. Et également le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Gilles Huberson. Je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir, si vous l'acceptez, venir nous dire quelques mots, puisque vous honorez de votre présence la clôture de ces journées Africa-France. Claire, osez l'Afrique. Ce continent d'avenir, croyez en sa croissance économique, développez vos affaires et vos partenariats. Nous vous y aiderons, mais encore une fois, chers compatriotes français, osez l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Afin de clore nos travaux, je vais prier son Excellence, Monsieur le ministre d'État Bakayoko, de bien vouloir s'exprimer. Monsieur le ministre d'État, pour Vox Africa, juste un mot, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais on ne sait jamais. C'est de bonne guerre, monsieur. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, pour sa part, a à cœur la consolidation des acquis et le maintien d'une croissance économique forte, durable et plus inclusive au cours des prochaines années. Pour ce faire, il œuvre, entre autres, à l'accélération des réformes et à leur renforcement en prenant en compte
les attentes du secteur privé, tant national qu'international, en particulier le secteur privé français, car la France constitue, pour la plupart des pays africains, l'un des plus importants investisseurs. J'ai la ferme conviction que cette édition des rencontres Africa 2017 s'accompagnera d'une augmentation des investissements des entreprises françaises en Afrique. C'est donc sur ces mots qu'au nom du Premier ministre, je déclare clos les rencontres Africa 2017. Vive la coopération franco-africaine. Je vous remercie. Voilà, c'est sous ce magnifique décor que nous allons clôturer ce regard sur l'Afrique spécial les rencontres Africa 2017 depuis Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu durant ces 52 minutes où tout le monde vendait, puisque c'est la plateforme, le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest et aussi symbole du retour en force du monde économique français en Afrique. N'oubliez pas, vous avez deux possibilités de nous contacter par mail. Je l'oublie, mon mail. En fait, le plus simple, c'est qu'il va s'afficher là en dessous. Parce que là, avec cette magnifique piscine que vous voyez, malheureusement, je ne peux pas plonger. Il faut prendre l'avion. Retour sur Paris. Ah là là, la grisaille parisienne. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé rester ici. C'est parti, générique de fin.